La route de montagne sinueuse serpentait sous une canopée de pins tandis que le pick-up de Tony Knox roulait à toute allure vers la maison de vacances de sa belle-mère. La neige saupoudrait les bas-côtés comme du sucre glace, illuminant le soleil de fin d'après-midi. À côté de lui, Joy, 6 ans, sautillait dans son siège rehausseur, ses petits doigts serrant un paquet soigneusement emballé. « Est-ce que grand-mère va manger un gâteau ?» demanda Joy d'une voix rayonnante d'impatience. Tony jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur. « J'en suis sûre. Ta grand-mère ne rate jamais une occasion de montrer ses talents de pâtissière. » Il n'ajouta pas ce qu'il pensait vraiment, à savoir que les fêtes de Lucinda visaient plus à impressionner ses amis qu'à célébrer un événement authentique. Mais pour Joy, il garda une expression neutre. Le camion prit le dernier virage. La maison de vacances de Lucinda, à 3 étages, apparut. Ses grandes fenêtres reflétaient les montagnes enneigées derrière elle. Tony fronça les sourcils. Pour une fête d'anniversaire, l'endroit paraissait étrangement calme. Seules 2 voitures étaient garées dans une allée circulaire, la berline argentée de Marie et une autre qu'il ne reconnaissait pas, une BMW noire immatriculée en location. « C'est bizarre, marmonna Tony. Ta mère a dit qu'il y aurait au moins 15 personnes ici. » Il se gara à côté de la voiture de Marie et coupa le moteur. Le silence des montagnes les entourait, seulement rompu par le tic-tac du moteur refroidissant. « Prêt à entrer, ma puce ?» demanda Tony en détachant sa ceinture. Joy ne répondit pas. Quand Tony se retourna, il la trouva fixant la maison, son petit visage soudain sérieux. « Papa ?» murmura-t-elle d'une voix si douce qu'il faillit la manquer. « N'entre pas là-dedans. » Tony marqua une pause, la main sur la poignée de la portière. « Qu'est-ce qui ne va pas, Joy ?» Les yeux de Joy tremblaient de larmes retenues. « Je ne veux pas entrer. » Il y avait quelque chose dans sa voix, un instinct qui dépassait les sautes d'humeur typiques d'un enfant. Tony avait appris depuis longtemps à se fier à son instinct. Les mêmes instincts qu'il avait soutenus durant son enfance difficile dans les quartiers mal famés de Denver. Maintenant, en regardant le visage de sa fille, il ressentait les mêmes signaux d'alarme. « D'accord, » dit-il en se rasseyant. « On n'est pas obligé d'entrer. On peut laisser le présent de côté et revenir une autre fois. » Le soulagement inonda le visage de Joy. Tony sortit seul, un paquet à la main. Il se dirigea vers la porte d'entrée, le gravier crissant sous ses bottes. Les rideaux du salon étaient tirés, chose inhabituelle pour Lucinda, qui adorait mettre en valeur ses meubles design. Il déposa un cadeau emballé sur le pas de la porte, puis hésita. Un rire traversa la porte. Le rire de Marie, suivi d'une voix masculine plus grave et inconnue. La main de Tony planqua au-dessus de la sonnette, puis retomba. De retour dans le camion, Joy le regardait avec le même regard inquiet. « Changement de programme », dit Tony, d'une voix enjouée. « Et si on allait plutôt manger une glace ?» Joy hocha la tête, le soulagement perçant ses petites épaules. Alors que le camion s'éloignait, Tony aperçut un mouvement à l'une des fenêtres de l'étage. L'éclair de quelqu'un qui jetait un coup d'œil dehors, puis disparaissait rapidement. Ses mains se crispèrent sur le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. L'horloge numérique sur la table de chevet affichait 23h42 en chiffres rouges et durs. Tony était allongé, éveillé, les yeux fixés au plafond. À côté de lui, le côté du lit de Marie restait vide et froid. Plus tôt, après avoir déposé Joy chez Camden Amina pour une soirée pyjama avec leurs enfants, il était retourné seul en ville. Le doute qui s'était installé en lui refusait de s'éteindre. Qui était le propriétaire de cette BMW ? Pourquoi Joy avait-elle eu si peur ? Le bruit d'un moteur rompit le silence. Les phares balayèrent le mur de la chambre tandis que la berline de Marie s'engageait dans l'allée. Tony ferma les yeux, s'efforçant de calmer sa respiration. La porte d'entrée s'ouvrit, suivie du bruit familier des mouvements de Marie, les clés tombant dans le bol en céramique près de la porte. Une veste était accrochée dans le placard. Des pas légers dans l'escalier. La porte de la chambre s'ouvrit. Une odeur de vin et d'eau de Cologne inconnue envahit la pièce. Tony Marie murmura, « Tu es réveillé ?» Il retint sa respiration, s'attendant même à dormir. Le matelas s'affaissa tandis qu'elle s'asseyait au bord du lit. Il entendit le léger bruit sourd de ses chaussures heurtant le sol, le froissement des vêtements qu'on lui enlevait.
Tu as passé un bon moment, demanda-t-il d'une voix ferme dans l'obscurité, Altamari. Je croyais que tu dormais. Difficile de dormir quand ta femme a 4 heures de retard et ne répond pas au téléphone. Je t'avais dit que la fête d'anniversaire de maman avait duré longtemps. Marie se glissa sous les couvertures. Mon téléphone était mort. Bien. Tony se tourna vers elle. Même dans la pénombre, il pouvait voir que son maquillage était fraîchement appliqué, pas usé par des heures de maquillage. Combien de personnes étaient venues? Une vingtaine, dit-elle trop vite. Tu sais comme maman aime recevoir. C'est drôle, quand Joy et moi sommes passés cet après-midi, l'endroit était pratiquement désert. Un silence tendu emplissait la pièce. Tony pouvait presque entendre les rouages tourner dans la tête de Marie. On était encore en train de s'installer. Maman a envoyé tout le monde en ville chercher des provisions. La main de Marie trouva son bras. Pourquoi n'es-tu pas entrée? Joy ne se sentait pas bien, dit Tony en observant attentivement le visage de Marie. Il pensa qu'il valait mieux la ramener à la maison. Est-ce qu'elle va bien? L'inquiétude dans la voix de Marie semblait sincère. Mais quelque chose dans ses yeux trahissait le soulagement. Elle va bien. Elle dort chez Camden et Mina ce soir. Il se redressa et alluma la lampe de chevet. Marie cligna des yeux dans la lumière soudaine. Blamercé était-elle au une fête? Le nom atterrit entre eux comme une pierre tombée dans une eau calme. Le visage de Marie resta vide, juste une seconde. Qui, demanda-t-elle d'une voix artificiellement légère. Laisse tomber, Tony éteignit la lampe et lui tourna le dos. Dors un peu. Tu sens comme si tu avais trop bu. Derrière lui, Marie était allongée, raide, la respiration saccadée. Tony fixait le mur, comptant les secondes entre chacune de ses respirations, attendant le moment où elle se détendrait dans son sommeil. Il fallut près d'une heure avant que sa respiration ne s'accélère. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tony laissa son poing se desserrer. La colère qui avait grandi toute la soirée palpitait sous sa peau. Le soleil de l'après-midi tapait fort sur l'allée de Camden Pike lorsque Tony pourrait grandir entière et aimer. Les derniers murmures du passé s'estompèrent dans la nuit, noyés par le rythme plus régulier et plus soutenu de leur nouvelle vie. S'arrêta. La porte du garage était ouverte, révélant les bottes de Camden dépassant de sous une Jeep surélevée. Du rock retentissait dans les haut-parleurs fixés au mur. Tony traversa le jardin, attrapant 2 bières dans la glacière qui se trouvait toujours près de l'entrée du garage. Il donna un coup de pied au pied de Camden. Tu prévois de sortir de là au cours de ce siècle. Camden roula sur la liane, le visage maculé de graisse. À 39 ans, ses cheveux noirs étaient déjà grisonnants, mais ses yeux exprimaient la même malice qu'à l'époque de leur enfance. Il vole des cigarettes à l'épicerie du coin. Il était temps que tu arrives, dit Camden en acceptant la bière. Mina a demandé quand tu es passé et a dit que Joy se comportait bizarrement hier soir. Tony s'est assis sur un tabouret. C'est pour ça que je suis là. Camin s'est essuyé les mains sur un chiffon et a étudié le visage de Tony. 25 ans d'amitié lui permettaient de déchiffrer Tony mieux que quiconque. Que se passe-t-il? Tony a pris une longue gorgée de bière. Tu as déjà rencontré un type nommé Blamercé? L'expression de Camden s'est durcie. Un grand type conduit une BMW. Il porte des costumes qui coûtent plus cher que mon prêt immobilier. L'estomac de Tony s'est noué. C'est celui-là. Je l'ai vu à la quincaillerie le mois dernier. Il se comportait comme s'il était le maître des lieux. Camden a posé sa bière. Pourquoi? Il y avait une BMW chez Lucinda hier. Plaque d'immatriculation de location. Camden a sifflé doucement et Marie était là. Tony a hoché la tête. Joy ne voulait pas entrer. Il a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Que disent les enfants? Avant que Tony puisse répondre, Mina est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle s'essuya les mains dans la cuisine. Ses yeux sombres se plissèrent en observant leurs expressions sérieuses. J'ai cru entendre votre camion, dit-elle à Tony. On dirait que vous complotez un meurtre. Cam lui lança un regard d'avertissement, mais Tony le repoussa d'un geste de la main. Tout va bien. Ton avis me serait utile aussi, Mina. Mina s'approcha, s'appuyant contre l'établi de son mari.
C'est à cause de ça que Joy était si silencieuse hier soir? Peut-être. Tony posa sa bière. As-tu remarqué quelque chose d'étrange chez Marie ces derniers temps? Mina et Camden échangèrent un regard. Tony connaissait le couple depuis assez longtemps pour reconnaître leur communication silencieuse. Quoi? Demanda-t-il. Quoi que ce soit, j'ai besoin de savoir. Mina soupira. À la collecte de fonds de l'école, il y a 2 semaines, j'ai vu Marie parler à un homme sur le parking. Il se tenait très près. À quoi ressemblait-il? Grand, bien habillé. Ils étaient à côté d'une voiture noire, d'apparence luxueuse. Une BMW? Demanda Tony. Mina hocha lentement la tête. Je pense que oui. Marie semblait différente avec lui, riant beaucoup, lui touchant le bras. Tu as entendu un nom? Blaine, dit Mina doucement. L'homme l'appelait mère. Et elle l'appelait Blaine. Tony serra les mâchoires. Mère, un surnom qu'elle avait toujours donné à Marie à l'université. Un surnom qu'elle avait toujours gardé. Elle a insisté sur le fait qu'elle détestait. Il y a plus, a dit Camden. Quand Marie est allée chercher Joby hier soir, elle était au téléphone. Elle a raccroché brusquement en me voyant, mais je l'ai entendu dire, je lui dirai bientôt. Sois patient. Le garage m'a soudain semblé trop petit. Tony arpentait le sol en béton. Tu crois qu'elle a une liaison? A demandé Mina. Ce n'était pas une question. Je pense que c'est plus que ça, répondit Tony. Lucinda pousse Marie à me quitter depuis des années. Puisque je ne suis pas assez bien pour sa précieuse fille, renifla Camden. Cette vieille sorcière ne t'a jamais aimé parce que tu refusais de lui lécher les fesses comme tout le monde. Surveille ton langage, murmura Mina. Mais il n'y avait aucune force derrière. Tony s'arrêta de faire les 100 pas, je dois être sûr avant de faire quoi que ce soit. À quoi penses-tu? Demanda Camin. Je dois vérifier le vieux téléphone de Marie. Celui qu'elle a perdu il y a 3 mois. Les yeux de Camin s'écarquillèrent. Tu l'as trouvé. Il est dans un tiroir à la maison. Elle ne sait pas que je l'ai. Mina fronça les sourcils. Tony, fais attention. Si tu as raison, si j'ai raison, dit Tony d'une voix dure comme le granit. Alors je vais m'assurer qu'il regrette d'avoir cru pouvoir me prendre pour un imbécile. La maison était vide quand Tony rentra. Un mot sur le comptoir de la cuisine l'informa, écrit de l'écriture bouclée de Marie, elle avait emmené Joy au cinéma, puis dîné dans sa pizzeria préférée. La normalité implicite de la chose lui retourna l'estomac. Il se rendit directement à son bureau et déverrouilla le tiroir du bas. Le téléphone était là où il l'avait laissé, un élégant rectangle noir que Marie avait prétendu avoir glissé de sa poche lors d'une randonnée. Une semaine plus tard, en rangeant le tiroir à bric-à-brac, Tony avait découvert un étrange endroit où un téléphone perdu pouvait finir. La batterie était morte. Il le brancha et attendit que l'écran s'allume. Lorsqu'il s'alluma, il fut accueilli par une invite de mots de passe. 6 chiffres. Il essaya l'anniversaire de Marie. Accès refusé. L'anniversaire de Joy. Accès refusé. Leur anniversaire. Accès refusé. Il marqua une pause, se souvenant d'une conversation des années auparavant. Marie debout dans leur premier appartement, riant en lui racontant ses numéros porte-bonheur d'enfance, son maillot de softball, son adresse d'enfance, sa première combinaison de casier. Il tapa 12 194. Le téléphone se déverrouilla. L'application de messagerie afficha des dizaines de conversations. Il les parcourut rapidement jusqu'à ce qu'un nom retienne son attention. Le dernier message datait de 3 jours avant que Marie ne signale la disparition du téléphone. J'ai hâte de te voir demain. Même endroit, même heure. La gorge de Tony se serra tandis qu'il parcourait des mois de messages. Détails intimes, projets faits, secrets partagés. Tony est désemparé. Tant que Joy ne dit rien, tout va bien. Le nom de sa fille. Et les messages de cet homme frappèrent Tony comme un coup de poing. Il continua de faire défiler la page, lisant comment Marie s'était plainte de lui, de leur vie commune, de son manque d'ambition. Une fois les papiers déposés, ce sera rapide. L'avocat de ta mère s'en chargera.
Les papiers. Il prévoyait de divorcer. Et à ce qu'on entendait, il le préparait depuis un certain temps. Tony reposa le téléphone, les mains tremblantes, non pas de tristesse, mais d'une rage froide et calculée. Il avait toujours su que Lucinda le désapprouvait. Mais pour participer activement à sa destruction, pour potentiellement utiliser sa fille comme moyen de pression. Il reprit le téléphone et prit des captures d'écran des plus des messages accablants, qu'il envoya sur son propre téléphone. Puis il remit l'appareil exactement là où il l'avait trouvé et ferma à clé le tiroir de la cuisine. Il se versa 2 doigts de whisky et le vida d'un trait. La brûlure dans sa gorge n'était rien comparée au feu qui montait dans sa poitrine. S'ils voulaient une guerre, ils en auraient une, mais elle serait menée selon ses conditions, pas les leurs. Le bruit de la voiture de Marie dans l'allée le ramena au présent. Il rinça rapidement le verre et le posa. Le temps que la porte d'entrée s'ouvre et que Joy se précipite à l'intérieur avec des histoires de films et de pizza, Tony avait retrouvé son visage parfaitement normal. « Tu t'es bien amusée, ma chérie ?» demanda-t-il en la prenant dans ses bras. Par-dessus l'épaule de Joy, il surprit Marie qui les observait. Une étrange expression se lisait sur son visage, presque de la culpabilité. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, elle sourit de ce même sourire qui l'avait séduit des années auparavant. Celui qu'il connaissait désormais, il s'agissait d'un monde de mensonges. « Tu m'as manqué aujourd'hui ?» dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Je parie que oui », répondit-il d'une voix douce. Jovi, toujours dans ses bras, ne remarqua pas le ton offensif de ses paroles, mais Marie marqua une pause, une lueur d'incertitude traversant son visage. « Bien, pensa Tony. Qu'elle se pose des questions. » Le couloir de l'école primaire vibrait de l'énergie de 20 enfants fraîchement sortis de classe. Tony s'appuya contre le mur devant la salle d'art plastique, saluant d'un signe de tête les autres parents qui attendaient pour récupérer leurs enfants. La plupart étaient des mères, et elles le regardaient avec le mélange habituel de curiosité et d'approbation. Le père, qui était effectivement venu chercher les enfants, la professeure d'art plastique, Madame Winters, ouvrit la porte et les enfants sortirent en courant, tenant des papiers colorés. Tony aperçut Joy au fond, ses cheveux noirs et sa tresse soignée qu'il avait eu du mal à parfaire ce matin-là. « Papa » appela-t-elle en courant. « Salut, ma belle » la prit-il dans ses bras. « Comment s'est passé notre cours ?» Avant qu'elle puisse répondre, Madame Winters s'approcha, tenant une grande feuille de papier cartonné. Son expression était perplexe. « Monsieur Knox, puis-je vous parler un instant ?» Tony acquiesça et déposa Joy. « Allez mettre votre manteau. »« J'arrive tout de suite. » Une fois Joy hors de portée de voix, Madame Winters lui tendit le dessin. Je voulais lui poser une question à ce sujet. Le devoir était de dessiner leur famille en train de faire quelque chose qu'ils aiment. Tony examina l'image. Une silhouette au crayon se tenait devant ce qui était clairement censé être une grande maison de 3 étages avec des montagnes en arrière-plan. La maison de vacances de Lucinda. Sur le dessin, une grande silhouette, étiquetée maman, se tenait très près d'une autre silhouette, un homme en costume bleu. Sur le côté, des silhouettes plus petites de papa et moi nous tenions à l'écart des autres. « Tout va bien à la maison ?» demanda doucement Madame Winters. La mâchoire de Tony se serra, mais il garda une voix neutre. « Tout va bien. Les enfants ont une imagination fertile, n'est-ce pas ?» Madame Winters hocha la tête, mais son regard restait inquiet. « Bien sûr, c'est juste que Joy dessine habituellement des images si joyeuses. »« Puis-je garder ça ?» demanda Tony, déjà en train de plier le papier. Madame Winters hésitait. « Monsieur Knox, si jamais tu as besoin de ressources, on est là. » Tony la coupa d'un ton définitif. « Merci de ton intérêt. » Il glissa le dessin dans sa veste et rejoignit Joy près de la porte, sur le parking. Une fois installé dans le camion, il demanda aussi naturellement que possible, « Alors, qui était cet homme sur ton dessin ?»« Celui qui est avec maman. » Joy boucla sa ceinture. « L'ami de maman, celui qui lui offre des fleurs. »« Est-ce que cet ami a un nom ?» Le petit visage de Joy se crispa de concentration. « Monsieur B, je crois qu'il vient parfois chez grand-mère. »« Quand l'as-tu vu ?» Tony garda une voix légère, même si ses jointures blanchissaient sur le volant. « Quand on est allé dormir chez grand-mère le mois dernier. »
Maman a dit que tu travaillais tard. Tu te souviens? Tony se souvenait d'un week-end soi-disant entre filles, alors qu'il s'occupait d'une urgence à 4 heures de chez lui. As-tu parlé à ce monsieur B? Joy secoua la tête. Maman m'a dit de rester en haut et de regarder des films, mais j'ai eu faim. Et quand je suis descendue, ils étaient dans la cuisine. En train de faire quoi? Demanda Tony, la bouche sèche. Serré comme sur ma photo. Joy regarda par la fenêtre, son reflet fronçant les sourcils. Je ne l'aimais pas, papa. Il me parlait comme si j'étais un bébé. Tony déglutit difficilement, refoulant la colère qui menaçait de le consumer. Eh bien, tu n'es définitivement pas un bébé. Tu es ma grande fille intelligente. Cela lui valut un sourire. Mais comme ils rentrèrent chez eux, le dessin plié semblait lui brûler la poche. Preuve physique de ce qu'il savait déjà, mais qu'il refusait d'affronter. Le portrait de famille parfait se fendait, et sa fille était prise dans les abîmes. Pendant 3 jours, Tony observa et attendit. Il joua le rôle du mari inconscient à la perfection, partant travailler à l'heure habituelle, appelant pour des questions banales sur les dîners prévus, et même apportant des fleurs un soir, juste pour le plaisir. Le soulagement de Marie était palpable. Ses épaules, tendues depuis son commentaire sur Glenn Mercer, se détendirent peu à peu. Elle riait plus facilement, l'embrassait plus souvent. Je l'ai rendu malade. Je crois que je devrais aller à Denver le week-end prochain, mentionna Marie avec désinvolture au petit déjeuner. Maman veut faire du shopping. Sortie entre filles. Tony sirote son café. C'est bon. Joy et moi pouvons passer un week-end entre filles. En fait, dit Marie sans le regarder dans les yeux. Maman espérait emmener Joy aussi. Elle n'a pas eu sa petite fille pour elle depuis des lustres. Joie, arrangeant ses céréales soigneusement. Motif, leva les yeux avec inquiétude. Dois-je y aller? Tu ne veux pas passer du temps avec grand-mère? Demanda Marie, la voix soudainement tendue. Je veux rester avec papa, dit Joy simplement. Tony cacha son sourire derrière sa tasse. C'est bon, Joy. Si grand-mère veut te voir. Non. La cuillère de Joy claqua contre son bol. Je ne veux pas aller chez grand-mère. Le visage de Marie rougit. Joy, ce n'est pas poli. En plus, grand-mère a cette jolie licorne que tu adores. Celle qui parle quand on lui appuie sur la main. Je déteste cette licorne, marmonna Joy. Plus tard, après avoir déposé Joy à l'école, Tony se rendit à la quincaillerie. Il remplit méthodiquement son chariot de caméras de sécurité déguisé en détecteur de fumée. Un appareil d'enregistrement à commande vocale assez petit pour tenir dans un jouet d'enfant. De retour à la maison, il installa la première caméra dans le garage, la dissimulant soigneusement parmi les luminaires du plafond. La seconde se logea dans la chambre principale, cachée dans une bouche d'aération. L'enregistreur vocal nécessitait plus de créativité. Il attendit que Marie soit sortie, puis alla chercher la licorne dans la chambre de Joy, une créature rose à la crinière bleue que Marie avait insisté pour acheter malgré la préférence marquée de Joy pour les dinosaures et les camions. Le jouet avait toujours semblé étrangement insistant à Tony. Il comprenait maintenant pourquoi. Avec une précision méticuleuse, il découpa une petite ouverture dans le dos en peluche, inséra l'enregistreur et le referma. Lorsqu'il le remit dans le lit de Joy, l'altération était invisible. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à aller au lit, le téléphone de Marie sonna et un SMS retentit. Elle y jeta un coup d'œil, puis le répéta rapidement, à l'envers. Tout va bien, demanda Tony. Maman confirme juste nos plans, dit Marie avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Dis-lui bonjour de ma part, répondit Tony doucement. Marie hocha la tête, tapant rapidement. Pensant qu'il ne regardait pas, elle supprima complètement la conversation. Un coup d'amateur, pensa Tony. Si tu veux tricher, apprends au moins à bien brouiller les pistes. Le lendemain matin, il laissa un mot annonçant qu'il était parti courir tôt. Au lieu de cela, il se gara en bas de la rue et vit une BMW noire s'arrêter dans leur allée exactement 17 minutes après son départ. La voiture resta 22 minutes, puis repartit. Eh bien, il rentra chez lui, en sueur après une course qu'il avait faite pour maintenir sa couverture.
Marie fredonnait dans la cuisine, préparant des pancakes, les préférés de Joy, pas les siens. Tu es de bonne humeur, observa-t-il. Je suis juste ravie de notre voyage, dit-elle joyeusement. Maman appela. On part vendredi. Super, mentit Tony, son sourire ne faiblissant jamais. Tu es sûr de vouloir partir, demanda Kama en ajustant sa casquette de baseball sur ses yeux. Ils s'installèrent dans le camion de Kaman devant un café du centre-ville de Boulder, surveillant l'entrée. Certainement, dit Tony. Il sera là. D'après le calendrier de rendez-vous que j'avais trouvé sur l'ordinateur portable de Marie, il reçoit des clients ici tous les mardis et jeudis. Camden tambourina des doigts sur le volant. Et qu'est-ce que je cherche exactement? J'ai besoin de savoir où il va, qui il rencontre, surtout si l'une de ces rencontres inclut ma femme ou ma belle-mère. Et s'il me repère, l'expression de Tony se durcit. Il ne le fera pas. Tu n'es qu'un type qui fait des courses, qui prend un café, peu importe. Il ne te connaît pas, contrairement à toi, qu'il reconnaîtrait sur les photos de famille, conclut Camden. Compris. Une BMW noire se gara sur une place réservée devant le café. Un homme grand, vêtu d'un costume coûteux, en sortit, observant son reflet dans la vitre avant d'entrer. C'est lui, confirma Tony d'une voix neutre. Camden étudia l'homme en plissant les yeux. On dirait le genre de type qui a excellé à l'université et qui ne s'en est jamais remis. Suis-le après ces réunions. Je veux savoir s'il va à la maison de vacances de Lucinda. L'expression de Camden devient sérieuse. Tony, quel est ton objectif ici? Que se passe-t-il quand tu as toutes ces informations? Tony regarda droit devant lui. Je protège ce qui est à moi. Tu veux dire joie? C'est la seule chose qui compte dans cette affaire, répondit Tony. Marie a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. 2 jours plus tard, Camden arrivait sur le chantier de Tony, une maison de montagne à moitié construite où Tony installait des meubles sur mesure. Camden avait l'air fatigué, les yeux cernés. Apprendre, quelque chose d'intéressant, demanda Tony en posant ses outils. Camden jeta un coup d'œil aux autres ouvriers à proximité et baissa la voix. Plein. Tu es libre de parler maintenant? Ils marchèrent jusqu'à la limite de la propriété, loin des oreilles indiscrètes. Il est venu à la maison de vacances 3 fois ces 2 derniers jours, dit Camden sans préambule. Il y reste environ 1 heure à chaque fois. Aucun signe de Marie, mais Lucinda est toujours là. Marie prévoit d'y emmener Joy ce week-end, dit Tony, soi-disant pour un voyage entre filles. Le visage de Camden s'assombrit. Il y a autre chose. La femme de Blaine est en retraite de yoga en Arizona. Et écoutez, je l'ai entendu au téléphone devant son bureau. Il parlait de la valeur des propriétés dans le quartier où se trouve la maison de vacances. Tony fronça les sourcils. Ils prévoient d'emménager ensemble. Utiliser le règlement du divorce pour racheter la maison de Lucinda. On dirait bien. Camden acquiesça. Et une dernière chose, j'ai pris une photo. Il sortit son téléphone et montra à Tony une photo de Blaine discutant avec une femme d'âge mûr bien habillée devant un immeuble de bureau. Vous la reconnaissez? Tony plissa les yeux vers l'écran. C'est Patricia Winters, avocate aux affaires familiales. Spécialisée dans la gestion des pairs. Bingo. Ils se sont vus pendant 45 minutes hier. Tony avait les mâchoires serrées si fort qu'il en avait mal. Il prévoit de s'en prendre à Jovi. Que allez-vous faire? Tony contemplait les montagnes, son esprit explorant des scénarios, écartant ceux qui ne fonctionneraient pas, peaufinant ceux qui pourraient. D'abord, il dit lentement, je vais pirater le système Smart Home de Lucinda. Je l'ai installé moi-même il y a 2 ans, et elle n'a même pas pris la peine de changer le mot de passe administrateur. Camden écarquilla les yeux. Est-ce légal? Aussi légal que de comploter pour me faire passer pour un père indigne, répondit Tony froidement. J'ai besoin de preuves de ce qu'il prépare. Une fois que j'aurai ça, je déciderai de la suite. Le bureau du sous-sol était sombre, à l'exception de la lueur bleue de l'écran d'ordinateur. Tony était penché sur le clavier, des lignes de code se reflétant dans ses lunettes. Cela avait pris 3 heures, mais il avait finalement contourné les protocoles de sécurité mis à jour du système de domotique de Lucinda.
Ses doigts effleurèrent les touches, activant les microphones des principales pièces à vivre de la maison de vacances. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis le son des voix s'échappa de ses écouteurs, le ton cultivé de Lucinda dans la voix plus légère de Marie. « Je ne comprends pas pourquoi nous devons attendre, » disait Marie. Tony ne se doute de rien. « Patience, mon chéri, » répondit Lucinda. Patricia dit que le timing est primordial. Si nous lui remettons les papiers au bon moment, nous le prendrons au dépourvu. La garde des enfants, la maison, les économies, tout dépend de l'effet de surprise. Je veux juste que ça se termine. Du côté de Marie. Vivre cette double vie est épuisant. Considère cela comme un investissement dans ta vie. Avenir. Lucinda a dit, Blaine est un bien meilleur partenaire pour toi que Tony ne l'a jamais été et une bien meilleure influence pour Joy. Tony ne la lâchera pas sans se battre. Le rire de Lucinda était glacial. C'est là que Patricia intervient. Le temps qu'elle est finie, le dépeignant comme un homme émotionnellement instable et obsédé par le travail. Il aura de la chance s'il bénéficie de visites surveillées un week-end sur 2. Les poings de Tony se serrèrent. Il prévoyait d'emmener sa fille. Et l'argent ? Demanda Marie. Tony a tout placé sur ce compte joint depuis des années, ce qui en fait un bien matrimonial, répondit Lucinda d'un air suffisant. Patricia dit que tu as droit à au moins la moitié, peut-être plus compte tenu de ses origines. Ses origines ? Quel rapport avec quoi que ce soit, Marie ? Un homme qui a grandi en famille d'accueil après les problèmes de drogue de sa mère, dont le père a fait des séjours en prison. Ces choses-là comptent au tribunal des affaires familiales. Le sang de Tony se glaça. Ils allaient utiliser son enfance contre lui, la même enfance qu'il avait tant lutté pour surmonter. Travailler de nuit pour financer ses études professionnelles, se forger une réputation de fiabilité et de savoir-faire. Il continua d'enregistrer tandis qu'il discutait des détails. Comment Marie prétendrait que Tony avait des problèmes de colère, comment Lucinda témoignerait du comportement inquiétant dont elle avait été témoin, comment il suggérerait que son enfance le rendait fondamentalement instable. C'est pourquoi, à la fin de la conversation, Tony avait tout ce qu'il fallait. Il sauvegarda les fichiers audio et s'assit, l'esprit en ébullition. Ils se croyaient si malins, mais ils oublièrent un détail crucial. Tony Knox avait déjà survécu à des situations pires. Ils décrochèrent son téléphone et composèrent un numéro qu'il utilisait rarement. « Bureau du shérif », répondit une voix féminine. « Lana, c'est Tony Knox. J'ai besoin de votre aide. » Le bureau du shérif. Lana sentait le café et lui la fusil. Elle était assise derrière son bureau, ses cheveux poivre et cils tirés en un chignon strict, le regard perçant, écoutant les enregistrements que Tony avait apportés. Une fois l'enregistrement terminé, elle retira ses lunettes de lecture et se pinça l'arête du nez. « Seigneur, Tony, quand tu as dit que tu avais des preuves. Je ne m'attendais pas à ça. Pouvez-vous m'aider ?» demanda-t-il sans détour. Lana se renversa dans son fauteuil. « Techniquement, ce n'est pas de ma compétence. Le divorce est une affaire civile. » « Il ne s'agit pas du divorce, » dit Tony. « Il s'agit de protéger ma fille de gens prêts à mentir et à manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. » Lana l'observait. Ils se connaissaient depuis des années. Elle l'avait aidé à s'y retrouver dans le système lorsqu'il était adolescent, l'avait orienté vers des opportunités plutôt que vers des ennuis. Lucinda Ward a beaucoup de relations dans ce comté, dit-elle finalement, notamment le juge Prescott, qui gère la plupart des affaires familiales. Je sais, mais Lana poursuivit, elle a aussi des ennemis. Les gens qu'elle a piétinés pendant son ascension sociale. Elle tapota du doigt un bureau. Patricia Winters est redoutable, mais elle n'est pas la seule avocate en ville. Je n'ai pas les moyens de me payer un avocat de luxe, dit Tony. Tu n'en auras pas besoin. Lana ouvrit un tiroir et en sortit une carte de visite. James Torres. Il travaillait au bureau du procureur jusqu'à ce que Lucinda le fasse renvoyer suite à un désaccord lors d'une soirée caritative. Il est maintenant spécialisé dans les affaires de droit des pairs. Tony prit la carte. Est-ce qu'il va aider une fois qu'il aura entendu ces enregistrements ? Absolument. L'expression de Lana se durcit.
Autre chose, les comptes bancaires de Lucinda pourraient valoir la peine d'être examinés. Tony fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Disons simplement que certaines de ces transactions financières ont fait sourciller au fil des ans. Rien que nous puissions jamais prouver, mais elle haussa les épaules. Parfois, quand on se croit intouchable, on se laisse aller. Tony empocha la carte. Merci, Lana. Ne me remercie pas encore, répondit-elle. Ça va mal tourner avant de s'arranger. Êtes-vous prêt à ça? Je me suis préparé toute ma vie, dit Tony d'un ton sombre. Lana hocha la tête, la compréhension dans le regard. Un dernier conseil, documentez tout. Et je dis bien tout. Chaque fois que Marie est en retard pour récupérer Joy, chaque absence inexpliquée. Chaque fois que votre fille montre des signes de détresse. Les tribunaux aiment les preuves, pas les émotions. Ils sont déjà sur le coup. Tony la rassura. Et la voix de Tony Lana s'adoucit légèrement. N'oubliez pas que Joy observe comment vous gérez la situation. Les enfants semblent plus nombreux qu'on ne le pense. Je sais, dit Tony en se levant de sa chaise. C'est pour ça que je fais ça comme il faut. Ils sont descendus bas. Je vais monter, mais pas trop, ajouta Lana d'un air entendu. Tony s'autorisa un petit sourire. Juste assez haut pour les voir arriver. Tony chargea ses derniers outils dans le camion et claqua le haillon. À l'intérieur, Joy était assise au comptoir de la cuisine avec Mina, travaillant sur un puzzle. Vous êtes sûr de ça? Demanda Mina doucement lorsqu'il entra. On dirait bien. C'est risqué. C'est le seul moyen d'obtenir des preuves concrètes, répondit Tony à voix basse. J'ai besoin de savoir exactement ce qu'ils diront quand ils penseront que je ne suis pas là. Mina jeta un coup d'œil à Joy, puis à Tony. Et si c'est pire que ce à quoi tu t'attends? Alors je m'en occupe, dit-il fermement. Il s'accroupit près de Joy. D'accord, mon petit singe. Je dois partir pour ce travail dans le comté de Summit. N'oublie pas, je serai absent jusqu'à dimanche soir. Le visage de Joy se décomposa. Tu dois y aller? J'en ai bien peur. Mais Amina va rester avec toi ce soir et maman sera bientôt de retour. Il la serra fort dans ses bras. Sois sage, d'accord? Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Je le ferai, promit elle, ses petits bras serrés autour de son cou. En s'écartant, il vérifia discrètement que la licorne était à sa place habituelle sur l'étagère, ses yeux de verre semblant observer la pièce. La caméra du garage était active, et il avait confirmé que l'enregistreur de la chambre fonctionnait. Tout est prêt, dit-il. Mina, lui donnant une clé de rechange. Merci d'avoir fait cela. Vous plaisantez? Je ne manquerai pas de soirée cinéma avec ma nièce préférée. Mina a répondu avec une gaieté forcée. Tony a embrassé le front de Joy une dernière fois, puis s'est dirigé vers la porte. Dans l'allée, il s'est assis dans son camion pendant un moment, vérifiant l'application sur son téléphone. Les deux caméras se diffusaient clairement. L'enregistreur de licorne s'activerait avec n'importe quelle voix dans la pièce. Tout était prêt. Maintenant, il devait juste attendre. Il s'est rendu à la maison de Caman de l'autre côté de la ville où ils avaient installé un centre de commandement temporaire dans l'atelier de garage de Camden. Un ordinateur portable était déjà ouvert. La sécurité se nourrit. Quelque chose encore? Demanda Tony, haussant sa veste. Camden secoua la tête. Mina a juste envoyé un texto. Marie a appelé pour dire qu'elle est en retard. Grande surprise. Ils ont attendu. 1 heure s'est écoulée, puis une autre. À l'écran, ils ont regardé Mina mettre de la joie au lit, lui lisant une histoire avant de révéler la lumière. La licorne était assise sur la commode, parfaitement positionnée pour capturer toute conversation. Le T9, 16 heures les phares ont balayé la caméra de garage. Une porte de voiture a claqué, puis une autre. Elle n'est pas seule, marmonna Camden. La porte d'entrée s'ouvrit. La voix de Marie a dérivé dans le microphone du garage. Mina, désolée, je suis si tard. Le trafic était un cauchemar. Les caméras ont attrapé Mina en descendant. C'est bien.
Joie est déjà endormie. Merci beaucoup de l'avoir regardé. La voix de Marie était artificiellement brillante. Allez-vous rentrer chez vous maintenant? Le licenciement était évident. Le sourire de Mina se resserra. En fait, Tony m'a demandé de rester la nuit depuis qu'il est absent et tout. La voix d'un homme coupée en douceur, confiante. Je suis sûre que ce n'est pas nécessaire. Marie ne sera pas seule. L'angle de la caméra se déplaçait lorsque Camden se penchait en avant, ajustant la vue. Maintenant, il pouvait voir clairement l'entrée. Blaine Mercier se tenait à côté de Marie, sa main reposant possessivement sur le bas du dos, la mâchoire de Tony se serra, mais il s'est forcé à rester silencieux. Qu'à l'écran, les sourcils de Mina se sont levés. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Blaine Mercier, dit l'homme, tendant sa main. Un vieil ami de Marie. Mina Pike, a-t-elle répondu, sans lui retirer la main. Un vieil ami de Tony. La tension était palpable même à travers le flux de la caméra. Marie entra entre eux. Blaine vient de s'arrêter pour discuter de certaines opportunités d'investissement. À 13 000 heures, a demandé Mina, sa voix dégoulinait de scepticisme. C'est la seule fois qui a fonctionné avec mon horaire, a déclaré Blaine en douceur. Je vois. Mina ramassa son sac à main. Eh bien, j'ai promis à Tony que je resterai, donc je serai juste dans la chambre d'amis si tu as besoin de moi. Le visage de Marie se resserra de gêne, mais elle hocha la tête. Bien sûr. Bonne nuit, Mina. Alors que Mina montait les escaliers, Marie se tourna vers Blaine. Allons à la cuisine. Je pourrais utiliser un verre. Le flux de la caméra est passé à la licorne dans la chambre de Joy. Tout était calme, l'enfant dormant paisiblement. Maintenant, nous attendons, a déclaré Camden, ouvrant 2 bières et en donnant une à Tony. Il n'avait pas à attendre longtemps. À minuit, la caméra unicorne s'est activée avec le son de l'ouverture de la porte de Joy. Marie a culminé, vérifiant que sa fille était endormie, puis a refermé la porte, 10 minutes plus tard, des pas, les pas sur les escaliers. La porte de Joy s'est de nouveau ouverte. Et cette fois, Blaine est entré, regardant dans la pièce avec un intérêt occasionnel. C'est donc la célèbre Joie, dit-il, sa voix basse. Ne ressemble pas beaucoup. La main de Tony se resserra autour de sa bouteille de bière jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Marie est apparue derrière Blaine. Ne la réveille pas. Allez, revenons en bas. Blaine a tendu la main et a ramassé la licorne. Ah encore cette chose, hein? Pensait qu'elle l'aurait dépassée maintenant. Elle dort avec elle tous les soirs. Dit Marie, le prenant de lui et le remplaçant sur la commode en position parfaite pour continuer à enregistrer. Tu es sûr que Tony est parti jusqu'à dimanche? Blaine a demandé comme ils ont quitté la pièce. Positif, il installe des armoires dans la maison de vacances d'un gars riche à 4 heures. Il ne sera pas de retour avant la fin dimanche. Leur voix s'évanouissait en descendant les escaliers. La caméra de garage les a repris, capturant leur conversation dans la cuisine. Je ne comprends toujours pas pourquoi nous ne pouvons pas simplement lui dire. Blaine disait, déchirez le pansement, Marie sirote d'un verre à vin, car nous avons d'abord besoin de tout en place. L'avocat, les documents, les preuves. Preuves de quoi? Le gars semble ennuyeux comme de la saleté. Marie a ri pour avoir l'air cassant. C'est le problème. Nous devons le rendre instable. Patricia dit, si nous pouvons prouver qu'il est émotionnellement volatile, je vais facilement obtenir la garde principale. Et les comptes conjoints en argent sont des biens matrimoniaux. J'obtiendrai au moins la moitié, peut-être plus, avec un bon juge. Blaine se déplaça derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille. Et puis nous serons enfin libres de commencer une vie ensemble. Juste quelques semaines de plus, a promis Marie, se tournant pour l'embrasser. Une fois les papiers sont servis, tout se produira rapidement. Le baiser s'approfondissait, les mains commençant à errer. Camden détourna les yeux de l'écran. Jésus, Tony, je suis désolé. Le visage de Tony aurait pu être sculpté de la pierre. Continuez à enregistrer. J'ai besoin de tout. La nuit a progressé, capturant des preuves accablantes à chaque heure qui passe.
Marie et Blaine parlent de leur plan après le divorce. Marie entraînant Blaine sur quoi dire s'il était appelé comme témoin. Blaine se moque du travail de Tony, de ses antécédents, même de sa relation avec la joie. L'enfant semble attaché à lui, a commenté Blaine à un moment donné. Elle s'adaptera, a répondu Marie avec dédain. Les enfants sont adaptables. De plus, vous serez une bien meilleure figure paternelle, réussie, ambitieuse. Et que lui parlerons-nous de Tony ? Le sourire de Marie était froid, qu'il est malade, qu'il a besoin d'aide, qu'il ne soit plus sûr qu'elle soit seule avec lui. Au moment où Dawn s'est cassé, Tony avait toutes les preuves dont il avait besoin. Chaque mensonge qu'il prévoyait de dire, chaque manipulation qu'ils avaient l'intention d'utiliser. Toutes les manières qu'il prévoyait de tourner sa fille contre lui. Assez, dit-il finalement, fermant l'ordinateur portable. J'en ai vu assez. Camden a étudié le visage de son ami. Quoi maintenant ? Tony se tenait des muscles étirés raides de s'asseoir toute la nuit. Maintenant, je vais voir James Torres. Ensuite, je déplace de l'argent. Ensuite, je déposais une détention d'urgence. Et les yeux de Marie-Tony étaient plats et durs. Marie vient de tout perdre. Elle ne le sait pas encore. Le cabinet d'avocats de James Torres était petit mais méticuleusement organisé. Torres lui-même, un homme compact aux yeux intenses et une réputation d'impitoyabilité devant les tribunaux, a examiné les preuves que Tony avait recueillies. Son expression de plus en plus sombre à chaque enregistrement. Quand il a fini, il a retiré ses lunettes de lecture et a pincé le pont de son nez, tout comme Lana l'avait fait. En 15 ans de pratique, je n'ai jamais vu une documentation aussi complète de l'aliénation parentale planifiée, a-t-il enfin déclaré. Ils allaient vous peindre comme dangereux pour votre propre enfant. Pouvons-nous les arrêter ? Demanda Tony directement. Torres se pencha en arrière sur sa chaise. Non seulement nous pouvons les arrêter, mais Monsieur Knock. Nous pouvons les enterrer. Cet audio dévasterait leur cas dans n'importe quelle salle d'audience. Il a tapé son stylo contre le bureau, mais nous devons nous déplacer rapidement. La préoccupation la plus immédiate est de protéger votre fille. Comment faisons-nous cela ? Pétition de garde d'urgence, a répondu Torres rapidement. Sur la base de ces preuves, je peux déposer une garde unique temporaire pour des raisons d'aliénation parentale et de mise en danger émotionnel. Cela fonctionnera-t-il avec le soutien du shérif Emwer et ses enregistrements ? Je dirais que nos chances sont excellentes. Torres a commencé à prendre des notes. De plus, nous devons protéger ses actifs. Il prévoit clairement de drainer les comptes conjoints. Tony hocha la tête. J'ai déjà déplacé la moitié de nos économies dans un compte séparé. Quittez l'autre moitié pour elle. Torres leva brusquement. À moitié ? Vous auriez pu en prendre plus compte tenu des circonstances. Je ne suis pas intéressé par l'argent, dit catégoriquement Tony. Juste ma fille. Torres l'étudia, puis hocha la tête. Admirable, mais nous devons toujours documenter les antécédents financiers. Combien vous avez contribué par rapport à votre femme ? Pendant l'heure suivante, ils ont travaillé sur les détails, les relevés bancaires, les antécédents professionnels, les dossiers scolaires de Joy et les antécédents médicaux. Tony a fourni tout ce que Torres demandait, répondant aux questions avec comprise. Une dernière chose, a déclaré Torres en se terminant. Le juge Henderson est en rotation cette semaine pour des pétitions d'urgence. Il est juste mais traditionnel. Quand nous apparaissons devant lui, je te veux dans un costume. Bien entretenu, l'image de la stabilité, pas un problème. État Jem Knox, peu importe ce qui est dit dans cette salle d'audience, quelles que soient les accusations qu'ils font, vous devez rester calme. Une seule explosion pourrait tout saper. Tony a rencontré le regard de l'avocat régulièrement. J'ai passé toute ma vie à apprendre à contrôler mes émotions, Monsieur Torres. Ce ne sera pas un problème. Plus tard dans l'après-midi, Tony se tenait à côté de Torres dans les chambres du juge Henderson. Le shérif Emwer était présent avec un défenseur de Jovi. L'homme au visage sévère du juge aux cheveux blancs amincissant a écouté les enregistrements en silence, son expression ne révélant rien. Lorsque la présentation des preuves s'est terminée, il a retiré ses lunettes et s'est adressé à la pièce.
Au cours de mes 30 années sur le banc, j'ai vu de nombreux litiges de garde. Peu ont inclus des preuves aussi troublantes d'une tromperie préméditée. Il s'est tourné vers le shérif mort. Et vous pouvez vérifier l'authenticité de ces enregistrements. Oui, votre honneur, a confirmé Lana. Mon département les a examinés. Ils n'ont pas été modifiés. Le juge hocha la tête. Très bien. Sur la base des preuves présentées, j'accorde une seule garde temporaire de Joy Knox à son père, Anthony Knox, avec effet immédiat. Il a réparé Tony avec un regard sévère. Monsieur Knox, c'est une mesure temporaire en attendant une audience complète. Vous devez faciliter le contact téléphonique entre l'enfant et sa mère, mais les visites physiques seront supervisées jusqu'à nouvel ordre. Je comprends, votre honneur, a répondu Tony. Shérif mort, veuillez accompagner Monsieur Knox pour récupérer sa fille de l'école. Monsieur Torres, préparez les documents nécessaires au service à Madame Knox. Le juge se tenait. Nous sommes ajournés jusqu'à l'audience la semaine prochaine. En dehors du palais de justice, Tony a souffert profondément pour ce qui ressemblait à la première fois depuis des jours. Nous avons eu ce dont nous avions besoin, a dit Torres, serrant la main. Mais ce n'est que le début. Ils vont riposter dur. Laissez-les essayer, répondit Tony. Le shérif mort les a rejoints, quis en main. Prêt à aller chercher votre fille? Tony hocha la tête. Alors qu'il se dirigeait vers le croiseur, son téléphone bourdonnait d'un texte de Camden. Marie vient d'arriver dans votre allée avec Blaine. Il charge des valises dans sa voiture. Timing parfait, pensa Tony. Laissez-les emballer. Laissez-les planifier. Le piège était déjà jailli. Il ne le savait pas encore. Faites la clé de Marie gratter dans la serrure, suivie par le son de la porte d'entrée qui se balance. Les pas ont traversé l'entrée. Hésitant, incertain. Joie et joie Tony, je suis à la maison. Cala Marie, sa voix faisant écho dans la maison silencieuse. Tony était assis dans le salon faiblement éclairé, parfaitement immobile. À côté de lui, James Torres a organisé des papiers sur la table basse. Dans la cuisine, le shérif mort se pencha contre le comptoir, les bras croisés. Ici, répondit Tony, sa voix calme. Marie est apparue dans la porte, portant toujours son manteau. Ses yeux s'écarquillèrent en prenant une scène à l'expression composée de Tony. L'avocat, le shérif. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle, un tremblement dans sa voix. Où est Joie? Elle est avec Mina, a répondu Tony. Elle y restera ce soir. La main de Marie se dirigea vers sa gorge. Quoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Veuillez prendre un siège, Madame Knox, a déclaré Torres, faisant un geste vers le fauteuil en face d'eux. Nous avons des questions à discuter. Qui êtes-vous? Les yeux de Marie se précipitèrent entre eux. Les premiers scintilles de la panique apparaissant. James Torres, je suis l'avocat de votre mari. Le regard de Marie s'est envolé pour Tony. Avocat? Tony? Qu'est-ce que c'est? Asseyez-vous, Marie. Dit Tony tranquillement. Quelque chose dans son ton l'a obligée à obéir. Elle se percha sur le bord du fauteuil, portant toujours son manteau, son sac à main serré sur ses genoux comme un bouclier. Je ne comprends pas, dit-elle, sa voix petite. Torres a glissé un document sur la table. Il s'agit d'une ordonnance de garde d'urgence accordant à Monsieur Knox la garde unique temporaire de Jovi en vigueur immédiatement. La couleur s'écoulait du visage de Marie. Quoi? Non, c'est impossible. Sur quel motif? Aliénation parentale, a répondu Torres. En danger émotionnel. Conspiration pour falsifier les preuves dans une procédure de garde. Il s'arrêta. Voulez-vous que je continue? Marie secoua la tête, sa respiration rapide et peu profonde. C'est fou. Tony, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi faites-vous cela? Pendant un long moment, Tony la regarda. Cette femme avec qui il avait aimé, a construit une vie, a créé un enfant. La femme qui avait comploté sa destruction. Sans un mot, il sortit son téléphone, ouvrit une application et la presse à jouer.
La propre voix de Marie a rempli la pièce. Une fois les papiers servis, tout se produira rapidement. Il ne saura pas ce qui l'a frappé. Puis la voix de Blaine. Et le gamin Marie dira à nouveau que son papa est malade, qu'il a besoin d'aide, qu'il n'est plus sûr qu'elle soit seule avec lui. Tony a arrêté l'enregistrement. Le visage de Marie s'était effondré, sa façade soigneusement construite s'effondrait comme une maison de cartes. Comment? Chuchota-t-elle. La licorne, dit simplement Tony. Celui que vous avez insisté sur la joie, malgré elle, il le déteste. La One Blaine a repris la nuit dernière alors qu'elle se tenait dans la chambre de notre fille, critiquant son apparence. Le sac à main de Marie glissa de ses genoux, frappant le sol avec un bruit sourd. Tony, je peux expliquer. Pas. Il l'a coupé. Il n'y a rien à expliquer. J'ai tout entendu. Chaque plan, chaque mensonge, toutes les manières, vous aviez l'intention de me prendre ma fille. Le sang-froid de Marie s'est brisé. Ce n'était pas censé être comme ça, a-t-elle sangloté. Vous n'étiez pas censé le savoir jusqu'à ce que tout soit prêt. C'est votre préoccupation? Que j'ai découvert trop tôt. La voix de Tony est restée stable, mais ses yeux étaient froids. Non pas que vous prévoyiez de me détruire. Non pas que vous ayez amené votre amant dans notre maison, dans la chambre de notre fille. Marie regarda désespérément vers le shérif, simple. Lana, s'il vous plaît. Tu me connais. Je pensais que je l'avais fait, a répondu Lana, son expression inflexible. Maintenant, je n'en suis pas si sûre. Torres s'éclaircit la gorge. Madame Knox, en plus de l'ordonnance de garde, nous avons demandé le divorce au nom de Monsieur Knox. Les articles sont là pour votre examen. Il a glissé un autre document à travers la table. Compte tenu des circonstances, Monsieur Knox a été extrêmement généreux. Il propose une scission uniforme d'actifs conjugaux et ne cherche pas de pension alimentaire malgré son droit en vertu de la loi du Colorado. Marie regarda les papiers, ses larmes tombant librement. Maintenant, je ne comprends pas. Pourquoi seriez-vous généreux après ce que vous avez entendu? Parce que je veux ça, dit Tony catégoriquement. L'argent n'a pas d'importance pour moi. La joie le fait. Tu ne peux pas me prendre de moi. Chuchota Marie. Je ne te prends pas de toi. Vous l'avez perdu au moment où vous avez décidé que j'étais jetable. Tony se tenait. Vous avez jusqu'à demain pour retirer vos effets personnels de la maison. Les serrures seront modifiées à midi. Où suis-je censé aller? Je crois que ta mère a beaucoup de place. Répondit froidement Tony. Ou peut-être que Blaine peut vous accueillir. Je comprends que sa femme reviendra bientôt de sa retraite de yoga. Cela devrait être une conversation intéressante. Le visage de Marie s'est frappé plus loin. S'il vous plaît, Tony, nous pouvons résoudre ce problème. Pendant un moment, Tony la regarda, cet étranger portant le visage de sa femme. Puis il s'est retourné et est parti sans un mot, lui laissant sangloter dans les ruines d'une vie qu'elle a essayé de détruire. Le bureau du shérif fredonnait avec des téléphones d'activité qui sonnent. Les députés se déplaçant entre les bureaux, l'écoulement constant de documents qui ont maintenu les forces de l'ordre. Tony était assis sur une chaise à côté du bureau de Lana, faisant défiler le courrier électronique sur son téléphone pendant qu'ils attendaient. Les portes en verre s'ouvrirent avec un coup. Lucinda Ward accourut dans un sac à main de designer se balançant de son bras, visage fixé dans l'expression impérieuse qui avait intimidé d'innombrables administrateurs scolaires, travailleurs de service et grimpeurs sociaux au fil des ans. Où est-il? Elle a exigé le député à la réception. Puis son regard trouva Tony et ses yeux se plissèrent. Toi, Tony se tenait calmement en s'approchant. Bonjour, Lucinda. Comment osez-vous? Siffla-t-elle, sa voix tremblant de rage. Comment osez-vous embusquer ma fille comme ça? Prenez ma petite fille. Je pense que vous savez exactement pourquoi. Répondit Tony, son niveau de voix. Cet ordre de garde ridicule ne se tiendra jamais. Lucinda a dit, j'ai déjà appelé Patricia. Elle le fera renverser demain. Le shérif mort s'est approché, tasse de café à la main. Je ne compterai pas là-dessus, Lucinda. Lucinda a tourné son regard sur Lana.
Je m'attendais mieux à vous, shérif. Vous permettant d'être manipulé par cela. Elle a fait un geste dédaigneux à Tony. Pourquoi n'apportons-nous pas cela à mon bureau? Dogeait Lana, son ton indiquant clairement que ce n'était pas une demande. Lucinda a suivi, des talons cliquant sur le fond de linoleum. Tony a élevé l'arrière, notant la raideur des épaules de sa belle-mère. Elle avait peur. Il réalisa bien. Lana a fermé la porte du bureau et s'est installée derrière son bureau. Avoir un siège. Je préfère me tenir debout. Craqua Lucinda. Assis-toi à toi. Lana a ouvert un dossier de fichiers. Je suppose que vous êtes ici au sujet de l'ordre de garde. Je suis ici parce que mon gendre a perdu la tête. Lucinda a répondu, en utilisant des enregistrements manipulés pour voler ma petite fille. Cela ne fonctionnera pas. Tony se pencha contre le mur, les bras croisés. Les enregistrements ne sont pas manipulés, Lucinda. Tu le sais. Je ne sais rien de ce genre. Lana s'accumulait. Lucinda, je te connais depuis 15 ans. Tu es plus intelligent que ça. Le juge vous a entendu, vous et Marie, planifier de falsifier des preuves contre Tony. Il a entendu Blaine Mercer dans la chambre de Joy. Voulez-vous vraiment que cela va plus loin? La confiance de Lucinda vacilla brièvement avant que son menton ne se lève à nouveau. J'ai des liens dans cette ville que vous ne pouvez pas commencer à imaginer. Un appel téléphonique et tout cela disparaît. Est-ce une menace? Demanda Lana légèrement. C'est une vérification de la réalité. Lucinda a répondu. Maintenant, je ramène ma fille et ma petite-fille avec moi. Vous pouvez régler ce gâchis avec nos avocats. Lana, fermez le fichier et ouvrez un autre. Avant de partir, il y a une question de plus dont nous devons discuter. Je n'ai plus rien à dire à l'un de vous. Il ne s'agit pas de l'ordre de garde. Lana a continué comme si Lucinda n'avait pas parlé. Il s'agit d'une série de transferts financiers des comptes conjoints de Tony et Marie à un compte offshore sous le nom de LW Holdings. La couleur s'écoulait du visage de Lucinda. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es pas? Lana a poussé un document sur le bureau. Au cours des 3 dernières années, environ 90 000 $ ont été déplacés de leur compte vers le vôtre, puis transférés immédiatement à l'étranger. Vous voulez expliquer? La main de Lucinda se resserra sur son sac. Marie a autorisé ces transferts à des fins d'investissement. Étrange, a déclaré Tony. Marie ne m'a jamais mentionné ces investissements et je n'ai jamais autorisé de transfert. C'est un compte conjoint. Craqua Lucinda. Elle n'a pas besoin de votre permission. Vrai, Lana a accepté. Mais elle doit signaler tous les revenus et investissements à l'IRS, ce qui, selon notre enquête préliminaire, ne s'est pas produit. Le sang-froid de Lucinda a craqué. C'est absurde. Vous ne pouvez pas penser. Nous ne pensons encore rien, interrompit Lana. Mais la division des fraudes est très intéressée à parler avec vous. Et Marie, elle a fermé le dossier. En fait, il devrait vous attendre lorsque vous partez ici. Tu m'as installé, chuchota Lucinda, regardant Tony. Non, répondit-il calmement. Vous l'avez fait vous-même. Je viens de suivre la chapelure. Lucinda se retourna vers Lana. C'est du harcèlement. J'aurai votre badge. Vous êtes invité à essayer, a déclaré Lana, s'élevant de sa chaise. En attendant, je vous suggère de vous concentrer sur la recherche d'un bon avocat criminel. Patricia Winters s'est spécialisée dans le droit de la famille. Vous allez avoir besoin de quelqu'un avec de l'expérience dans les délits financiers. Pour la première fois depuis toutes les années que Tony l'avait connue, Lucinda semblait perdue pour les mots. Sa domination soigneusement construite s'était effondrée, révélant la femme désespérée et acculée en dessous. Ce n'est pas fini. Elle a finalement réussi, bien que la menace sonnait en creux même à ses propres oreilles. C'est de moi, répondit Tony. J'ai obtenu ce que je veux de ma fille, à l'abri de votre influence. Lucinda a rassemblé les restes de sa dignité et se tourna pour partir. À la porte, elle s'arrêta. Tu n'étais jamais assez bon pour elle, tu sais, pour l'un ou l'autre.
Tony a rencontré son regard régulièrement. Peut-être pas selon vos normes, mais j'étais honnête et j'étais fidèle. Pouvez-vous dire la même chose? Elle n'avait aucune réponse pour cela. La porte s'est fermée derrière elle avec un clic doux qui sonnait en quelque sorte plus définitif qu'un slam. Lana se pencha en arrière sur sa chaise. Elle combattra les accusations de fraude. Laissez-la, dit Tony, l'épuisement se glissant finalement dans sa voix. Je m'en fiche plus. Je veux juste ramener ma fille à la maison. Le colis est arrivé par courrier, adressé simplement à Madame Mercer. À l'intérieur se trouvait un lecteur USB étiqueté « Regardez-moi » dans l'écriture manuscrite soignée de Tony. Camden l'avait livré personnellement, garantissant qu'il n'atteint que l'épouse de Blaine. Tony n'avait pas demandé de détails et Camden n'en avait pas offert. Certaines choses étaient mieux laissées sans parler entre amis. Les retombées sont venues rapidement. 3 jours plus tard, le téléphone de Tony a sonné à un numéro qu'il n'a pas reconnu. Knox, répondit-il, équilibrant une échelle alors qu'il installait des moulures de la couronne dans la maison d'un client. Toi fils de salope. La voix de Blaine tremblait de rage. Tu n'avais pas le droit. Tony est descendu l'échelle, sortant pour la vie privée. J'avais tout le droit. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Ma femme a demandé le divorce. Mon entreprise m'a mis en congé administratif. Mes enfants ne me parlent même pas. On dirait que vous récoltez ce que vous avez semé. Tony a répondu sans sympathie. Je vais te détruire. Blaine siffla. J'ai des amis dans cette ville. J'ai donc entendu Tony le couper. Permettez-moi de faire quelque chose de très clair, merci. Les enregistrements. J'ai envoyé ta femme. C'était moi que je suis miséricordieux. J'ai pire. Bien pire. Si vous vous approchez de moi ou de ma fille, si vous essayez une forme de représailles, je m'assurerai que tous les aspects de votre vie sont de la terre brûlée. Vous pensez que vous avez gagné. Blaine crachant. Mais Marie et moi, le rire de Tony était froid. Marie, tu penses toujours qu'elle est de ton côté? Elle vous a jeté sous le bus au moment où les choses se passaient vers le sud. Dit au médiateur du divorce, vous l'avez manipulée, qu'elle était vulnérable après une rude épreuve dans notre mariage. Silence à l'autre bout de la ligne. C'est vrai, a poursuivi Tony. Elle prétend que vous avez profité de son état émotionnel. Dit qu'elle prévoyait de mettre fin aux choses avec vous, de travailler sur notre mariage. Cela semble familier? Elle ne ferait pas ça, a déclaré Blaine, mais le doute s'était glissé dans sa voix. Vérifiez votre téléphone, a suggéré Tony. Je parie qu'elle n'a pas appelé une fois car tout s'est effondré. Plus de silence alors. Ce n'est pas fini, Knox. En fait, c'est. Restez à nouveau près de ma famille, et vous souhaiterez que vous perdiez, c'était votre travail et votre mariage. Tony a raccroché, empochant son téléphone. Ce soir-là, alors qu'il préparait le dîner avec joie, aidant en fixant la table, Camden a appelé, c'est fait, a déclaré son ami sans préambule. Fini. Non, mais nous allons chez eux pour dîner demain soir. Le visage de Joy s'est allumé. Tante Mina fera-t-elle des lasagnes? Tony sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. En fait, elle le fera. Oui. Joie a pompé son poing dans les airs. Puis son expression est devenue plus sérieuse. Papa, est-ce que maman revient bientôt? La question était inévitable, mais elle a quand même attiré Tony off guard. Il a refusé le feu sous la sauce et s'est accroupi au niveau de Joy. Maman reste avec grand-mère pendant un certain temps, a-t-il dit attentivement. Tu lui parleras au téléphone demain et tu la verrais ce week-end, mais elle ne vivra plus ici. Joy acquiesça lentement parce qu'elle vous a rendu triste. Tony a réfléchi à la façon de répondre. Il ne mentirait pas, mais un enfant de 6 ans n'avait pas besoin de tous les détails laids. Parfois, les adultes font des choix qui se blessent. Maman a fait des choix, ce qui signifie que nous ne pouvons plus vivre ensemble. Comme quand elle a amené cet homme dans ma chambre, celui qui n'aimait pas mes dessins. Le cœur de Tony serré. Vous le saviez? Joy hocha la tête. Je ne dormais pas vraiment. Il était méchant, Tony l'a tiré dans un câlin. Je suis désolé, singe.
Tu n'aurais pas dû avoir à entendre ça. C'est bon, Joy a dit avec la résilience que seuls les enfants possèdent. Je l'aime mieux quand c'est juste nous de toute façon. Sur son épaule, Tony ferma brièvement les yeux. Tout ce qu'il avait fait pour surveiller, les manœuvres juridiques, la vengeance calculée, tout cela avait été pour elle. Et il referait tout en un clin d'œil. La zone d'attente du tribunal de la famille a bourdonné de conversations modérées et le bruissement occasionnel des documents. Tony s'est assis directement sur le banc en bois. James Torres à côté de lui, en révisant des notes. De l'autre côté de la pièce, Marie se blottit avec Patricia Winters, ses yeux rouges, son apparence normalement parfaite montrant des signes de tension. Lucinda était notamment absente. L'enquête sur la fraude avait augmenté rapidement, consommant son attention et ses ressources. Tony avait entendu à travers Lana que plusieurs des comptes bancaires de Lucinda avaient été gelés. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et un bef a émergé. Knox, la salle d'audience du juge Henderson. Ils ont déposé à First Torres et Tony, puis Marie et son avocat. Le juge Henderson s'est assis derrière le banc imposant, lisant des documents. Il leva les yeux alors qu'ils prenaient leur place. Bonjour, il a dit que son ton est en forme d'activité. Je comprends que nous avons conclu un accord de règlement concernant la garde de l'enfant mineur, Joy Knox. C'est vrai, votre honneur, a répondu Torres. Après une négociation approfondie, les deux parties ont accepté un arrangement de garde qui priorise le bien-être de Joy. Le juge Henderson hocha la tête. Madame Knox, est-ce exact? Vous avez accepté les conditions décrites dans ce document. Marie se tenait, sa voix à peine audible. Oui, votre honneur. Très bien. Le juge a de nouveau examiné les documents. Pour mémoire, le tribunal accorde la garde physique primaire à Anthony Knox avec Marie et Knox recevant des visites supervisées 2 fois par semaine pour être revisitées dans 6 mois en attendant l'évaluation. Il regarda ses lunettes sur Marie. Madame Knox, je veux être clair que cette cour prend très au sérieux l'aliénation des parents. Les preuves présentées en cas d'urgence, l'audience a été profondément troublante. Je comprends, votre honneur, Marie a chuchoté. Monsieur Knox, le juge a poursuivi, bien que vous ayez prévalu dans cette affaire, je vous encourage à favoriser une relation positive entre votre fille et sa mère dans la mesure où elle sert le meilleur intérêt de Joy. J'ai l'intention de, votre honneur, répondit Tony. Le bien-être de Joy passe en premier. Le juge Henderson hocha la tête. Le règlement des biens semble équitable. Le foyer conjugal se rend à Monsieur Knox avec une compensation appropriée à Madame et non des comptes de retraite. Il a signé le document. Cette cour trouve la foire des règlements est raisonnable. Divorce accordé, c'était terminé comme étant décrit. Les larmes non lancées. Mais nous avons une fille ensemble. Nous devons trouver une voie à suivre. Nous avons un accord de garde, a répondu Tony, sa voix neutre. C'est notre chemin vers l'avant. Y a-t-il une chance? Une chance de tout ce que tu pouvais me pardonner? Que nous pourrions réessayer pour le bien de Joby? Pendant un bref instant, Tony se souvenait de leur début, le jeune couple qu'ils avaient été pleins de rêves et de promesses. Mais ces souvenirs étaient maintenant entachés, superposés d'enregistrements de Marie se moquant de lui, planifiant sa destruction, amenant un autre homme dans la chambre de leur fille. Non, dit-il simplement que le visage de Marie s'est effondré. Tony, s'il vous plaît. La superviseure en justice sera présente pour votre première visite samedi. Il a continué comme si elle n'avait pas parlé. J'aurai de la joie à 10 ans. Il s'est retourné et s'est éloigné, ne regardant pas en arrière alors qu'elle appelait à nouveau son nom. Certaines trahisons sont allées trop profondes pour les deuxièmes chances. Certaines blessures ne guériraient pas avec du temps et des excuses. La bataille a été gagnée. Volet et bardeau de toit manquant. Répondit, ébouriffant ses cheveux. Rien que nous ne pouvons pas réparer. 3 mois se sont écoulés depuis la finalisation du divorce. La guérison avait commencé lentement mais régulièrement. Jovi faisait encore des cauchemars occasionnellement, mais ils devenaient moins fréquents. Les visites supervisées avec Marie étaient maladroites, mais civiles. La vie trouvait un nouveau rythme. Puis-je avoir une salle violette? Demanda Joy,
planifiant déjà. Quelle que soit la couleur que vous voulez, Tony a promis. Cependant, nous devons d'abord réparer ce toit avant la neige suivante. Le croquant des pneus sur le gravier a annoncé des visiteurs. Camden Truck est apparu autour du virage. Minot agitant du siège passager. Cavalerie est arrivée, murmura Tony, souriant alors que Joy a couru sur les marches pour les saluer. Camden a émergé du camion, boîte à outils à la main. Mec, quand tu as dit de réparer sa tige, tu ne plaisantes pas. Heureusement que je sais le meilleur entrepreneur du comté, a répondu Tony, en serrant l'épaule de son ami. Mina s'est approchée, portant une glacière et j'ai apporté le déjeuner. Je ne peux pas reconstruire à l'estomac vide. Ils ont passé la journée à travailler, à remplacer les planches pourries sur le porche, effacer les débris de la cour, mesurer pour de nouvelles fenêtres. Joie volait entre les adultes, portant des outils, posant des questions, imaginant à haute voix à quoi ressemblerait sa chambre quand ce n'est plus si déchirant. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, ils se sont assis sur les marches du porche nouvellement réparé, à boire des bières, à du jus de joie et à regarder le soleil s'enfoncer derrière les montagnes. Ça va être beaucoup de travail, a commenté Mina, appuyant contre l'épaule de Camden. Ça vaut le coup cependant, répondit Tony. De nouveaux débuts, un endroit frais. Camden hocha la tête vers Joy, qui poursuivait un papillon près du bord de la clairière. Elle semble plus heureuse d'y arriver. Tony a accepté. La thérapeute dit qu'elle s'adapte bien. Les enfants sont résilients. Plus résilients que les adultes parfois. Dit doucement Mina. Et vous? Ajustez-vous bien? Tony a tiré une longue traction de sa bière. Je suis bon. Occupé entre le travail, la joie et maintenant cet endroit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mina interrompit doucement. Tony rencontra son regard, puis détourna les yeux. Moi, Tony soupira en regardant les montagnes. Je ne cache rien. J'en ai juste fini avec tout ça. J'ai l'essentiel. La joie. Le reste. Ce n'est que du bruit. Avant que l'une ou l'autre puisse répondre, Joy courut vers le porche, les joues rouges d'excitation. Papa, j'ai trouvé une piste de lapin. On peut la suivre, s'il te plaît? Tony sourit. La tension de la conversation précédente se dissipa. Bien sûr, singe, ouvre la voie. Alors qu'il suivait Joy dans les arbres, Camden heurta l'épaule de Tony avec la sienne. Pour ce que ça vaut. Je pense que tu gères tout ça mieux que quiconque n'est en droit de l'espérer. Un jour à la fois, répondit Tony en regardant sa fille filer devant, lui montrant des traces dans la terre meuble. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et pour la première fois depuis des mois, son sourire lui vint aux yeux, sincère et spontané. La cabane aurait besoin de travaux. Leur nouvelle vie aurait besoin de temps. Un avenir où la seule personne qui comptait vraiment, sa fille,